Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Claudio, bienvenue dans le podcast. Comment vas-tu ? Très bien, et toi? Vendredi après-midi, je pense qu'on a les deux hâte de terminer cette semaine. On va essayer de tenir des propos les plus cohérents possibles malgré une semaine chargée. Alors Claudio, je vais te présenter rapidement. Je le fais super vite parce que ce qui m'intéresse, c'est que tu te présentes et qu'on revienne ensemble sur ton parcours, sur ce que tu fais chez Numa. Tu occupes aujourd'hui la fonction de CPO de Numa. Donc CPO, si je ne me trompe pas, ça veut dire Chief Product Officer. Tout à fait. Tu as aussi une double casquette parce que tu as un autre métier. J'ai aussi un autre métier, ouais. Tu es Chief Mixologue Officer, c'est-à-dire que tu fais des cocktails et tu fais faire des cocktails. Oui, c'est une société un parallèle de Numa qui s'appelle Art Cocktail Club qui fait de la création de cartes de cocktails et donc aussi à l'occasion des cocktails et qui a ouvert un Écoute, bar au Mexique, par exemple. on parle de Numa et puis après on va essayer de tirer des parallèles avec Ça marche. la mixologie et voir en quoi les deux se complètent dans ton parcours. Est-ce que je peux te laisser peut-être revenir sur ton rôle sur Numa ou sur ton parcours de manière plus globale ? Et puis on va deep diver dans ce sujet-là. Parfait. Merci de m'avoir invité déjà. Et c'est vrai on se croise sur des programmes Numa parce que tu es aussi intervenant, formateur sur certains de nos programmes. Donc c'est agréable de se voir dans un contexte un peu différent. Donc effectivement, aujourd'hui, je suis directeur produit chez Numa. On parlera de c'est quoi du coup le produit Numa après si tu veux. Rapidement, mon parcours, ça fait un bout de temps que je suis chez Numa. Avant ça, j'ai une formation en sémiotique et en psychologie cognitive entre l'Italie et la France. Et j'avais travaillé pour quelques années à la Cité des Sciences dans un laboratoire qui était à cheval entre la Cité des Sciences et un laboratoire universitaire sur des projets européens et sur des sujets de recherche. Et après, à peu près, il y a une dizaine d'années, ça fait une dizaine d'années que je suis chez Numa, à un moment où c'était pas Numa, parce que c'était encore un format associatif à l'époque. Et je suis arrivé pour monter les activités corporate de Numa, donc la partie service. Numa qui est devenu Numa donc en 2014, donc il s'est transformé d'Asso à un SAS. Je suis un des cofondateurs de ce volet SAS et qui a eu plusieurs vies. Donc, quand j'ai dit 10 ans, c'est 10 ans avec une société qui est formellement restée la même, mais qui a eu au moins 3 vies. Une première qui est cette phase associative, qui a notamment lancé des espaces de coworking, des premiers accélérateurs de start-up non-profit. Alors, voilà, c'était une bonne idée à l'époque. Après, on la regrette aujourd'hui parce que on a par exemple accéléré Back Market sans avoir de part dedans. Donc on fait des choix parfois qu'on regrette. Deuxième partie, qui est une période où on était du coup une SAS avec une activité toujours d'accélérateur de start-up, cette fois-ci avec de l'investissement, un lieu événementiel, un espace d'open innovation et le début d'une entreprise de formation. Et la troisième qui a commencé à peu près il y a 3 ans, qui est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est passée par un pivot où on a décidé de nous concentrer 100% sur les sujets de formation. Et qui est du coup le Numa d'aujourd'hui. Ok. Et alors du coup, parce qu'effectivement aujourd'hui vous êtes 100% sur le sujet de formation. Oui. Il me semble que le rôle de responsable produit dans un organisme de formation, ça reste un rôle exotique. J'en ai pas vu beaucoup d'autres en fait. Je veux bien qu'on revienne là-dessus parce qu'effectivement vous êtes
Numa est aujourd'hui, alors tu l'as qualifié toi-même d'organisme de formation, je pense que c'est pas un organisme traditionnel. Il y a Non. eu un gros, comment dire, une grosse réflexion effectivement très produit qui vient peut-être du passif entrepreneurial ou incubation. Ouais. Comment ça s'est passé et comment vous êtes dit un jour, bah, on va faire plus que de la formation et justement on va chercher à la productiser peut-être. Alors j'ai une question deux, c'est comment vous êtes passé sur ce modèle-là? Ouais, ça marche. Quel a été le déclencheur? Et ensuite, c'est quoi un produit c'est quoi bosser sur un produit quand on est un organisme de formation? C'est né, effectivement, c'était un vrai pivot, hein. C'était une vraie transformation d'entreprise pour passer d'une entité qui avait beaucoup d'activités à aujourd'hui ce qui est un des leaders sur les classes virtuelles, sur les compétences de demain. Donc, première chose, on a décidé, j'ai dit on parce que c'était donc moi, le CEO de l'époque, Romain, et notre CEO, donc le directeur des opérations, Baptiste, qui avons mené ce pivot. Ça naissait d'une envie d'aller plus loin sur un sujet plutôt que rester parfois en surface de plusieurs activités. Et aussi d'une conviction de se dire, c'est là que se crée la transformation d'entreprise demain. C'est plus tellement sur des sujets d'innovation ouverte ou de mélanger des startups avec des grands groupes, mais de transformer la manière dont les entreprises travaillent. Et finalement, si on regarde ce qu'on fait depuis toujours, même à l'époque, on avait un accélérateur de startups, ce que les gens venaient chercher chez nous, c'était une manière de travailler. C'était pas tellement de la techno, c'était pas forcément que des investissements, mais c'était une structure d'entreprise qui permettait ensuite à l'équipe de grandir, de créer un produit qui marche, d'avoir une dynamique saine pour la croissance, etc., etc. Et du coup, on a toujours été une forme d'école par les événements, par l'accélération, et que ce qu'on avait envie de faire, c'était de voir s'il y avait un secteur, une approche, une niche où on pouvait apporter vraiment la différence. La manière dont on a pris ça, donc on a regardé le marché, on s'est assez vite positionné sur la formation en management, avec une envie de, 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 d'aller sur une logique de produit, mais pas forcément produit au sens plateforme ou LMS ou e-learning, mais d'avoir une approche assez radicale sur les contenus, d'avoir une signature forte sur les contenus qui nous différencie et qui transforme ça dans des vrais produits humains. Alors, comment on a fait? euh, Première chose, on a décidé de tout faire en interne. On, on, on le disait peu à l'époque parce que ce que tout le monde nous demandait, c'est qui vos références sur le management, c'est qui vos experts. Donc, euh, on ne le disait pas aussi clairement que ça parce qu'on démarrait, on devait faire nos preuves. Donc, on citait des auteurs, on disait oui, on discute avec les meilleurs experts du secteur, etc. Mais en vrai, on a tout fait en interne, bien sûr en discutant avec des gens, bien sûr en lisant des choses, mais avec une envie de dire, en fait, on a envie de construire des formations qui seraient les formations que des gens comme nous auraient envie de suivre. Et la première chose qu'on a fait, c'était un peu, je pense, à contre-tendance quand je regarde pas mal de choses dans la formation autour de moi. Au lieu de commencer par une théorie, et j'ai rien contre la théorie, hein, enfin, je fais des études en sémiotique, en psychologie cognitive, donc loin de moi de dire, faut pas être académique, c'est pas ça, mais au lieu de partir de théories pour ensuite les illustrer par des cas, le socle, un peu les ingrédients clés de nos workshops, c'est des cas, des situations du quotidien. Et la manière dont on les conçoit, on part du cas et on se dit nous-mêmes, ah ouais, d'accord, bon. On n'a pas forcément la réponse au moment où on écrit le cas, mais c'est ce qui nous pousse à aller chercher des pratiques pour répondre à des cas compliqués, mais des cas compliqués qui ne sont pas des cas exceptionnels, hein. C'est quelqu'un qui réagit mal à un feedback que tu lui donnes, quelqu'un qui t'envoie un message sur Slack qui te fait comprendre qu'il n'a rien compris à ce que tu lui avais demandé, euh, où il n'y a pas forcément de framework, mais ça t'oblige à aller chercher comment tu t'y prendrais ou comment tu as fait dans les cas similaires. Donc, on a démarré comme ça. Et ce travail éditorial
très fort sur la partie contenu fait que aujourd'hui, on a un catalogue d'une 50aine de workshops qui ont tous la même durée, c'est 2 heures pour 12 personnes, facilité par un coach avec des ingrédients communs qui sont ces cas, ces mises en situation, qui du coup est devenu un produit parce que c'est le même template, c'est le même squelette pour tous les workshops et le contenu est tellement fort que ça nous permet de le mettre à jour, de l'entretenir, mais de ne pas redémarrer from scratch à chaque fois qu'on fait un nouveau programme. Donc c'est ça le produit, c'est ça, plus les coachs dont tu fais aussi partie sur certains programmes qu'on recrute, qu'on forme et qu'on suit en continu, plus un troisième volet qui est lui plus technique, qui est un back-office euh, transparent pour les utilisateurs. Donc, c'est pas un LMS, il faut pas s'inscrire, mais qui nous permet de gérer les cohortes, de lancer les inscriptions, de faire les relances, d'être Calliope compliant, etc., automatisant tout ce qu'on peut automatiser. C'est super clair et c'est super riche. Du coup, je vais spotter certains points que je voudrais Vas-y. qu'on creuse un peu plus. Tu as dit un truc super intéressant sur la partie édito et les premiers programmes que vous avez sortis de terre. Comment tu... Alors, j'ai compris, effectivement, vous avez lutté un peu contre ce... Alors, je sais pas si c'est le biais d'autorité ou le syndrome de l'imposteur chez vous. C'est un peu des deux, je pense. Comment vous êtes, d'une certaine manière, rassuré sur ces choses-là? Est-ce que, tu disais, on part de cas concrets, c'est des choses qui ressortaient des échanges, vous avez une logique où effectivement vous avez conduit des interviews managers, vous avez fait des programmes à blanc avec peut-être des partenaires. Concrètement, tu me dis là, vous avez une 50aine de workshops dispo. Ouais. J'imagine que c'est un travail colossal en édito. Tu te lances pas juste à vue avec ton gut feeling dessus. Il y a eu un moment où vous avez peut-être testé Oui, au oui, moins les bien sûr. premiers sujets et les premiers formats. Ça s'est passé comment dans la vie de l'entreprise et dans les échanges aussi avec les clients, quoi? C'est, ouais, je dirais plusieurs choses. Déjà, les pratiques, c'est des pratiques qu'on a utilisées, qu'on n'a pas forcément conceptualisées, mais déjà à notre échelle et en discutant avec des personnes autour de nous, tu proposes un cas, tu dis bah, est-ce que ça t'est arrivé, comment tu réagirais, quelqu'un à qui tu fais un feedback. Je parle de feedback, c'était un des premiers qu'on avait sorti. Quelqu'un à qui tu fais un feedback et il te dit ah ouais bon je vois pas trop quoi, ou non mais en fait bon c'est un peu ouais je suis fait comme ça quoi. Ouais, mais bon, ce que tu me dis tu le sais, on le sait, c'est un peu mon défaut et ma qualité par exemple. Comment tu réagis? Effectivement ça arrive, hein, si tu as un peu managé dans ta vie, c'est des cas où ça t'évoque des situations proches. Donc une partie on était sûr de nous parce qu'on l'avait vécu, donc on savait au moins que le cas existe. Et quand on en parlait autour de nous, les gens disaient, bah oui, trop, quoi. Enfin, oui, je pense, j'ai un nom en tête, quoi. Donc, sur la nature du cas. Ensuite, sur comment on va le traiter, il y a une partie là aussi de débat. On a un comité éditorial où on débat de ce qui est vraiment difficile du cas, de c'est quoi les vraies réponses, et on essaie de dire ce qui n'est pas évident. Par exemple, là, tu parles de feedback, parler calmement, oui, c'est vrai, mais c'est plutôt les quelques phrases auxquelles tu n'aurais pas pensé que tu vas chercher et qui font la différence. Et après, ce qui nous a convaincus, c'est que ce que je te disais sur l'autorité, les références, etc., c'était plus limite difficile côté client, donc côté acheteur, RH et L&D, parce qu'on est dans un monde qui est quand même drivé par aussi des acteurs académiques. En tout cas, je te parle de 2019. Après, il y a eu quelques événements qui ont rabattu les cartes et qui ont fait qu'on partait tous de la même. On va y venir. Voilà. Mais et en fait, dès qu'on les a délivrés aux managers, ils ont kiffé parce qu'il y avait une manière directe d'aborder les choses. Il y avait en fait un de nos principes de design, c'est on est du côté des managers. On est du côté des participants. Aujourd'hui, on a élargi, c'est plus que des managers, mais au début, c'est on se positionne du côté des managers. Ça veut dire quoi, se positionner du côté des managers? C'est qu'on ne va pas leur dire, alors,
le manager idéal construit son feedback en partant de 3 piliers qui sont la bienveillance. En fait, ça c'est un truc un peu moralisant et sachant. On va plutôt leur dire, alors, vous avez des semaines chargées, on n'a pas toujours le temps de préparer comme on voudrait. Et donc, le truc qui vous sauve la vie, c'est de vous faire un petit fichier où vous notez à chaud ce que vous observez et ensuite, vous avez les éléments pour partager votre feedback à la première occasion utile, que ce soit un one-one ou une réunion dédiée. Et la raison pour laquelle tu fais ce fichier, c'est pas parce que c'est bien ou il faut être précis. C'est que tout simplement, une des raisons pour laquelle on évite le feedback, c'est que parce que on oublie. Ou parce que tu dis, ouais, j'avais noté un truc, qu'est-ce que je voulais lui dire? Et tu dis, ouais, en fait, j'ai plus en tête, bon, je lui ferai la prochaine fois. Et ça, pour moi, ça veut dire être du côté des managers, parce que tu pars des vraies difficultés, et qui ne sont pas des difficultés tout le temps très profondes, c'est des difficultés du quotidien où tu as 1000 trucs à faire, et que du coup, le énième framework qui te demande de réinventer ton modèle managérial, bah, tu en as un peu marre, tu veux plutôt des pratiques qui te font gagner du temps et te font gagner un impact. C'est ça qui a fait, c'est ça qui a fait la différence. C'est ce qui a fait que voilà, quand on l'a mis dans les mains, dans les oreilles ensuite des managers, les résultats étaient top. Moi, je trouve ça super intéressant et c'est effectivement des choses qu'on prône aussi de notre côté. Repartir des utilisateurs finaux, des gens Ouais, qui vont soit venir en formation, soit qu'on cherche à accompagner et à aider. Et c'est vrai que sur ces sujets de formation, on a encore beaucoup, et on va parler un petit peu de ce qui s'est passé depuis ces 2-3 dernières années, mais beaucoup une approche super académique. Alors, je sais mm. pas si tu connais ce framework, j'ai trouvé ce framework récemment, et je trouve intéressant, tu sais, le 70-20-10, qui dit qu'en gros, si tu veux former quelqu'un, il y a 10% c'est de l'académique, 20% c'est de l'échange avec ses pairs, et 70% Ouais, c'est juste sur le terrain, il faut qu'il expérimente des ouais, choses. Et quand tu regardes aujourd'hui, alors on va pas passer en conversation de comptoir sur effectivement les investissements L&D et choses comme ça, il y a quand même aujourd'hui encore beaucoup d'investissements sur ces 10% ouais, et pas grand-chose sur le reste, alors que ça ouais, peut aider. Donc moi, ce que je retiens de ce que tu m'as dit sur la construction du catalogue, choses comme ça, bah, c'est vraiment une approche centrée sur l'utilisateur qui fait, je pense, écho aussi à votre ADN, à votre passé d'incubateur aussi, et au fait des conseils prônés à votre public entrepreneur ou intrapreneur des temps avant ouais. la dernière version de Numa, quoi. Et c'est vraiment une approche différente à la conception. C'est plutôt que dire qu'est-ce qu'on a à dire sur le sujet des conversations difficiles, de la communication asynchrone, de la com impactante, du feedback. C'est quoi notre avis? Mm. C'est quoi notre approche? Ou c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut pousser comme vision? On se dit, OK, si on pense communication, c'est quoi les cas? Si on pense dire non, c'est un workshop que j'ai sorti récemment. Euh, c'est quoi dire non? C'est quoi les cas où c'est compliqué de dire non? Et donc, tu dis, bah, il y a des cas où, en fait, c'est un cas compliqué. C'est des fois où tu as quelqu'un qui travaille sur un livrable pour toi. Je prends le cas d'une vidéo pour une conférence que tu dois présenter. Quelqu'un est missionné dans ton équipe pour le faire. Ça fait 5 fois qu'elle t'envoie une nouvelle version. Et à chaque fois, il y a un truc qui va pas ou qui est pas au niveau. Comment tu lui dis la 5e fois? C'est ça qui est compliqué. Enfin, est-ce que tu te dis, bon, je laisse tomber, finalement, voilà, je veux pas perdre son engagement, donc tant pis, et je m'assois un peu sur la qualité, ou je lâche rien, et comment je le formule? C'est ça un cas compliqué. Comment j'ai réagi à quelqu'un que j'aime bien dans mon équipe, qui est très autonome, qui me demande de déroger à une règle sur le télétravail. Et a priori, je vois rien contre parce que j'ai lui fait confiance. Sauf que si je ferme pas la porte tout de suite et je dis laisse-moi réfléchir, c'est mort en fait. C'est que la personne l'entend comme un oui et du coup tu rentres dans un processus beaucoup plus compliqué. Et et on met ça au début. La première question qu'on se pose, c'est quoi les situations où dire non, c'est compliqué? Ou c'est quoi les situations où donner des feedbacks, c'est compliqué? Et ensuite, derrière, c'est quoi la théorie ou le framework ou l'outil qui t'aide à bien t'en sortir? Ça vient après.
Et en termes de conception, en fait, ça change tout de faire comme ça. Ça change complètement l'approche. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous parce que c'est effectivement, je trouve, une des recettes qui fait votre succès. Moi, je voudrais passer sur alors, je sais que tu es CPO, donc tu es plutôt sur le produit. Ouais. Il y a quand même une phase importante. Là, on a les contours de votre produit aujourd'hui. Il y a quand même toute la phase mise sur le marché. Parce que tu as beau avoir la meilleure idée, le meilleur format qui est selon toi celui qui va remporter l'adhésion, il y a ce côté mis sur le marché. Ouais. Et alors, je sais pas si c'est que les événements conjoncturels, mais il y a quand même une trajectoire d'accélération ces derniers temps qui est assez folle. Je pense que tu pourras peut-être nous revenir dessus, nous donner quelques chiffres Mhm. là-dessus. Mais globalement, comment ça se passe? Donc là, on est autour de 2019, c'est ça, sur Ouais. le dernier pivot et la conception de ces premiers formats de workshop packagé, quoi. Mm. Euh, Comment ça se passe, la mise sur le marché et comment, alors si les gens nous écoutent dans 20 ans, on va rappeler qu'on sort de 2 ans Ouais, ouais. de crise pandémique, comment tout ça, ça a joué finalement en votre faveur, quoi. Enfin, En fait, comment ça s'est passé? ouais, on avait des briques de ce qu'on fait aujourd'hui. Une première brique, c'était un programme qu'on avait lancé déjà en 2019 qui s'appelait Numa Mentor. Et c'était un programme dédié aux startups, tourné autour du mentoring. Donc, tu es au marketing chez, je sais pas, Mano Mano, tu participes à des sessions de mentoring avec le directeur marketing de Doctolib, imaginons, sur des questions de management, mais dans ton métier. Hein. Donc ça, on avait monté ça, on l'avait lancé, on avait fait quelques promos. Et petit à petit, là aussi, on était allé sur cette logique de cas, où en gros, on amenait des cas, les gens les discutaient, et tu avais un mentor qui les débriefait avec eux. Donc ça existait avant. Ça existait avant et c'était déjà à distance parce que ça permettait à différentes personnes de se connecter. Il y avait une logique de communauté, etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on avait appris beaucoup sur cet aspect mise en pratique, débat entre pairs, un coach qui est aussi un expert du sujet. Après, à côté de ça, on avait commencé sur les formations classiques, donc des formations en présentiel, design thinking et de plus en plus sur du management, à faire du coaching sur la base de pratiques. C'est-à-dire que tu faisais ta formation, ensuite tu avais 3 pratiques à expérimenter. Ça peut être, voilà, si je garde mon exemple, donner un feedback en utilisant telle méthode ou faire un feedback entre pairs. Et tu avais un mois, un mode un peu challenge, avec un coach qui était là pour garder le rythme, relancer et faire un débrief à la fin du mois sur ce que chacun avait fait. Ça, c'était notre deuxième brique. Et après, effectivement, on avait une activité de formation plus classique, mais notre volonté, c'était de petit à petit avoir de plus en plus de choses qui se faisaient dans la durée et avec de la distance. Covid. Covid et d'un coup, en fait, tout ce qu'on a fait avant devient très utile. On n'aurait pas pu être aussi rapide si on n'avait pas fait ça, même si le produit qu'on a aujourd'hui est assez différent de ce que je viens de te raconter. Mais les ingrédients étaient là, en fait. Quand on parle de time to market ou accélération, tu as toujours des éléments et à un moment, tu les mets ensemble et tu es sur la bonne niche au bon moment. Donc, il y a une partie du bon moment qui venait de nous, tout ce qu'on avait fait avant, et l'autre partie du bon moment qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire que d'un coup, bah, se former à distance, c'était plus un choix, c'était une obligation pour tout le monde, et ça nous a permis de très vite expérimenter un nouveau format qui était les classes virtuelles, parce qu'il n'y avait pas besoin de le vendre, en fait, il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait pas d'alternative, et donc on a assez vite pu monter ça et le tester avec des premiers clients. Et avec les preuves qu'on a fait sur ça, ensuite, c'était beaucoup plus simple de le vendre à d'autres et de faire des gros programmes. Mais ce passage au remote, c'est vrai que ça nous a énormément accéléré. Et là, la deuxième chose qui nous a accéléré, c'est qu'on a assez vite décidé de nous positionner sur les sujets du remote et aujourd'hui de l'hybride, en disant, en fait, ça a rabattu complètement les cartes à 2 niveaux. Il n'y a pas d'acteurs historiques
de la classe virtuelle, il n'y en a pas, qui font que ça, qui font uniquement ça. Parce qu'aujourd'hui, nous, on fait uniquement ça. Et donc, même si on le fait depuis pas longtemps, si on est bon et qu'on est rapide, on peut prendre une place. Et deuxième, le sujet de l'expertise dont on parlait tout à l'heure, sur le remote, on est tous inexperts, parce que personne n'a déjà vécu une pandémie avec des confinements, etc. Donc, le sujet, est-ce que depuis combien de temps vous le faites, ou est-ce que, en fait, il n'existait plus. On le fait depuis une semaine et donc on est les plus experts du marché parce que les autres n'ont pas commencé il y a une semaine. C'était à peu près ça. Et ça, effectivement, ça nous a beaucoup accéléré pour fixer les contours du produit tel qu'il est aujourd'hui. C'est super clair. Ça m'évoque un point. À une époque, je faisais. Ça a duré 8 ans, je faisais des applis mobiles. Ouais, Et j'ai commencé à faire des applis mobiles en 2008, c'est-à-dire le mois suivant l'ouverture de l'App Store. ouais, Et on arrivait effectivement dans des réunions où un ingénieur de 22 ans expliquait comment faire un directeur marketing du CAC 40. Et je retrouve ça dans ce que tu dis, le côté rabat des cartes. Moi, je retiens aussi, je pense que c'est un point qui peut servir pas que sur du learning, c'est qu'en fait, vous êtes servi il n'y a aucun changement qui est immédiat. C'est-à-dire qu'en gros, sans le savoir, vous avez construit votre futur produit, les briques c'est clair. des briques qui n'avaient pas forcément rien à voir, vous avez rassemblé le Lego à un moment donné, et tu as quand même cet élément déclencheur qui effectivement marque une rupture et une accélération du besoin de formation, simplement parce que les gens étaient à distance et de manière très prosaïque, il fallait les occuper d'une certaine manière. Enfin, il y a une partie de la population qui a été concernée par ça. Ouais. Et effectivement, je te rejoins aussi sur le point de l'hybride ou du remote, qui a agi, enfin moi je le transcris comme ça, vraiment comme un révélateur au sens photographique Ouais, de c'est quoi le management aujourd'hui dans mes équipes exactement. et comment je continue à maintenir ce qui doit être mon équipe. Et dans l'époque actuelle on est, c'est de dire en fait on a tous compris que le télétravail c'était à être pérenne dans nos organisations. Comment on fait pour animer son équipe quand on n'a pas tout le monde au bureau tout le temps à côté de soi, quoi. Ouais. Et Donc, ça te force, au-delà de l'aspect technique qu'on est à distance, de repenser des pratiques de management qui, de toute manière, sont les pratiques de management et de collaboration de demain, mm, basées sur la confiance, basées sur la synchrone, basées sur des équipes qui ne travaillent pas tout au même endroit, basées sur un rythme différent. C'est juste que, l'autonomie, ouais. tu vois, Mm. c'est juste que le fait de le faire, dans la période 2020, ça a mis un coup de boost et un coup de stress. Et en fait, ça a obligé aussi tous les départements L&D à se dire, ouais, c'est vrai que c'est des sujets qui étaient qui étaient dans le radar depuis un moment, mais c'est maintenant que ça se passe. Ça a donné la raison pour le faire maintenant, quoi. Ok, et alors du coup concrètement, sans te bloquer sur des chiffres que tu n'aurais pas, en termes d'accélération, comment vous l'avez mesuré c'est quoi? C'est l'activité qui a fait x2, x3, x4 ou c'est des appels entrants? C'est comment ça c'est concrètement comment vous l'avez vécu de l'intérieur? Parce que tu dois avoir à la fois le stress de dire en fait tous mes programmes présentiels ça arrête. C'est un peu un moment clé aussi, j'imagine, dans la vie de l'organisation, quoi. C'est aussi un moment clé dans la vie de l'organisation. L'avantage qu'on avait, c'est aussi qu'en ayant déjà bien avant décidé de faire ce pivot, on était une structure relativement légère. On n'était pas une équipe énorme à ce moment-là. Donc, ça nous a aussi permis d'absorber le coût, si tu veux, on n'a jamais fait de chômage partiel. On a toujours continué l'activité parce qu'on Mm. avait des projets qui continuaient, qu'on a rapidement transformés à distance. Donc là, c'est les clients qui nous ont fait confiance pour pas, plutôt que dire reportons le budget à la fin du confinement. Ils nous ont dit, si vous avez une proposition pour continuer à distance, nous, on a les équipes dispo. En plus, il y avait des financements spécifiques pour continuer la formation en période confinement. Donc, ils nous ont fait confiance pour transformer les programmes à distance, ce qui nous a permis de continuer à avoir des budgets, tout simplement. Ça n'a Mm. pas débranché, net. Il y a eu une inflexion, c'est sûr, mais c'était plutôt traduit. Et après, l'accélération, du moment où on a fixé le produit, c'était plutôt il y a un an et demi, si tu veux, après quelques tests, des formats.
On a fait sur 1 an et demi un peu moins de 2000 workshops. Donc, tu la sens, l'accélération, si tu veux. C'est qu'en fait, euh, et comparé à un business plus de conseil, si je le compare, si j'ai fait l'opposition conception sur mesure / conseil versus produit, les cycles de vente sont beaucoup plus courts, donc, parce qu'on a déjà des choses prêtes à déployer. Donc, le moment où ça marche, tu n'as pas des très très longues discussions, ça se fait beaucoup plus rapidement. Et du coup, ça permet d'accélérer beaucoup plus facilement. Il y a eu un changement aussi, donc je pense à ça, culturel dans les équipes en interne, dans cette logique produit. Parce que quand tu viens, tu es un peu passé par là aussi, hein, quand tu es dans un environnement conseil ou agence, ce qui était un peu le cas de Numa à une époque, d'une pseudo-agence numérique, bah, tu as un peu cette idée que le plus c'est fait sur mesure, le mieux c'est, ou que la vraie valeur, c'est dans ce que tu fais ad hoc pour quelqu'un, ou que tu vas faire ta marge sur la conception spécifique. C'est là que tu mets les vrais budgets sont là. Et en fait, moi, ce que j'ai vécu et ce qu'aujourd'hui on sait tous chez Nima, c'est que c'est pas vrai. C'est qu'en fait, tu as une meilleure qualité. Si tu bosses bien, bon, bien sûr, si tu bosses bien ton produit et tu le mets à jour et tu le fais évoluer avec les nouveaux challenges, etc., etc., quand tu es client et que tu achètes ça, tu achètes quelque chose qui a une meilleure qualité que si tu finançais une conception sur mesure, parce qu'en fait, tu bénéficies de mois d'apprentissage. Tu achètes quelque chose qui s'est déjà cassé la gueule, qui a déjà été refait, qui a déjà été amélioré. Ça t'empêche pas de le customiser. Ça t'empêche pas de dire, en fait, j'investis parce que sur tel et tel aspect, il faut qu'on le personnalise. Mais ça a beaucoup plus de valeur que d'investir à partant de zéro sur un thème sans bénéficier de tout ce qui était fait avant. Donc, ça, c'était un changement, assez radical aussi. Super clair. Et alors du coup, je rebondis sur ton dernier point. Peut-être est-ce que tu aurais un exemple de déploiement forcément réussi, parce que c'est on va parler de ce sujet, ou pas d'ailleurs, mais en gros, en disant, bah, en fait, est-ce que toi, tu as un exemple de projet client ou de déploiement ou de produit sur cette phase-là où tu te dis, bon, ok, là, on a réussi un truc, et comment vous avez mesuré les apprentissages là-dessus? Il y a une deuxième partie dans la question, c'est comment tu mesures le ROI de ce produit. Alors, le ROI dans l'information, on peut parler de ça de manière globale, mais globalement, vous, à votre niveau chez Numa, vu que le truc est déjà bien productisé, Ouais. c'est quoi les indicateurs de succès pour Ouais. déployer d'autres programmes, faire de la revente et améliorer le produit? Comment ça se passe? Peut-être à travers un exemple. Ouais. Je sais pas si sans dévoiler de trucs confidentiels. Mais... Oui, oui, la, alors je sais pas par quel bout de la question j'ai démarre, mais peut-être juste pour te donner des exemples, si on parle d'un des premiers projets qui continue aujourd'hui, c'est avec Bouygues Télécom. Bouygues Ouais. Télécom, on était dans le même moment avec eux, qui travaillaient sur leur politique de télétravail. Et notre sortie de notre playlist étant une série de workshops, le workshop étant ces classes virtuelles de 2 heures, etc. On publiait notre playlist sur le management en remote et ensuite V2, le management en hybride. Donc assez vite, on a fait des premiers pilotes avec eux, et c'est un programme aujourd'hui, on a formé plus de 500 managers dans l'entreprise, et donc ça fait la culture de travail, de management en hybride d'une entreprise. Et ça continue toujours. Donc, tu arrives à un niveau de diffusion des pratiques qui est très large. Donc ça a une énorme force, parce que comme on est vraiment sur des pratiques, quand à l'échelle d'une entreprise, tout le monde, en tout cas une grosse partie du corps managérial, intègre et ensuite diffuse des techniques de gestion des réunions, de gestion du temps, de style de communication, de fait,
ça devient la manière de la boîte. C'est tout le monde partage les mêmes codes. Et ça, c'est un point très fort pour ce modèle qu'on a aujourd'hui qui te permet de déployer à l'échelle, toute géographie confondue, sans des coûts de logistique énormes. On n'aurait pas pu faire autant de monde en si peu de temps avec un modèle différent. Parce qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus impactant que du e-learning, mais beaucoup moins chronophage et complexe que du séminaire en présentiel. C'est vraiment quelque chose qui a l'impact de l'un sans avoir les coûts logistiques de l'autre. Donc, c'est à cette étape-là. Donc, Bouygues, comment ça s'est fait? En fait, aujourd'hui, on a un business qui marche, c'est un business de pilote. Comment ça marche? On prend, vu que c'est simple à déployer, on prend 1, 2 ou 3 cohortes de 12 personnes, on déploie le programme avec eux et ensuite on les implique, ces premières personnes, dans les feedbacks. Est-ce qu'il faut adapter un peu? Est-ce qu'il faut, en fait, ça marche très bien comme ça? Est-ce que c'est pas du tout adapté? Et c'est là que se joue le déploiement. C'est les managers qui décident, si tu veux, ou qui recommandent. C'est pas eux qui payent, mais qui recommandent si oui et comment ça doit se déployer derrière à l'échelle. Donc, on a un enjeu de faire des premières cohortes représentatives, de les impliquer, de les responsabiliser. Mais c'est comme ça que ça marche. Enfin, le vrai mesure de l'impact pour nous, c'est est-ce que les personnes qui ont participé considèrent que pour le temps que ça leur a pris, l'énergie que ça leur a pris, ça leur a servi derrière et ils sont sponsors pour que ça se déploie. Chez Bouygues, c'était le cas. Un programme différent, parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos clients sont plutôt des entreprises de taille intermédiaire et des scale-up, avec quelques grands clients comme Bouygues, mais autrement, c'est plutôt de l'intermédiaire. C'est par exemple Mano Mano. Mano Mano, on a fait différentes cohortes, une cinquantaine de managers sur le programme Nouveau Manager. Donc, c'est des personnes qui, dans une entreprise en croissance, tu as des personnes qui deviennent managers à un rythme assez élevé. Et donc, on a géré le programme pour les nouveaux managers sur des sujets de comment tu gères tes one-one, le feedback, les postures de management, les conversations difficiles. Et là, pareil, ça s'est fait parce que les participants ont recommandé ça à leurs collègues. Donc, on vend par la preuve qu'en fait, ça intéresse les gens et que ça marche. Après nous, ce qu'on mesure, c'est à la fin de chaque workshop. Ça, c'est un autre des trucs dont je suis fier, hein, dans sa simplicité. C'est qu'on a un questionnaire de satisfaction qui tient à 3 questions. Une qui est une note de 1 à 5, une deuxième qui est une chose que les gens ont particulièrement appréciée, une chose à améliorer. C'est tout. On le fait dans les toutes dernières minutes du workshop et on a des taux de réponse autour de 85%, ce qui est énorme. Enfin, moi, comparé à historiquement ce que je connaissais comme taux de réponse au questionnaire de formation classique, c'était pas du tout ça. Ça tient au fait que ça soit rapide, ça soit précis et qu'on le fait à la fin. Et donc, si tu fais à peu près 2000 workshops fois 85% de taux de réponse sur 12 participants, ça te donne quand même un paquet de feedback qui te permettent de dire est-ce que tel workshop marche bien ou pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et aujourd'hui, c'est une mine d'or pour améliorer ce qu'on fait. Ok, c'est super clair. Et une question complémentaire là-dessus, sur la mesure d'impact, donc le feedback, c'est principalement du feedback à chaud. Le feedback, là, c'est du feedback à chaud. Ouais. C'est du feedback à chaud, mais comme on est sur des pratiques, le feedback est souvent autour de cette pratique-là, ouais, c'est ce qu'il me fallait, quoi. Donc, je vais l'utiliser. Ensuite, dans les programmes qu'on met en place sur plusieurs workshops, il y a aussi des moments à la fin où on fait plus le bilan, si tu veux. On implique les gens à prendre du recul, à dire, du coup, est-ce que ce que vous avez vécu, vous l'avez utilisé entre-temps, etc. Mais déjà à chaud, quelqu'un qui dit non, mais en fait, ça va pas me servir, bon, tu le sais déjà. Quelqu'un qui dit c'est mon sujet et je vais m'en servir,
c'est déjà bien parti. Euh, et derrière, parfois, il y a plus des bilans à la fin. En vrai, les programmes où on fait les meilleures mesures d'impact, pour moi, c'est en impliquant les managers des participants. C'est tout simplement, tu impliques les managers des participants qu'ils soient au courant de ce qu'ils font dans les formations. Et après, la question c'est, est-ce que dans tes one-one, est-ce que dans ce que tu observes, est-ce que tu vois des gens qui viennent plus souvent te demander de l'aide pour partager un feedback à un collègue? Est-ce que tu vois des gens qui arrivent plus préparés à tes points? Est-ce que tu vois des gens qui, dans leur prise de parole, ils ont préparé leur message? En fait, c'est le plus vrai de vrai, quoi. Ça vaut tout survey, questionnaire que tu pourrais faire. C'est ce que tu vois les gens changer, quoi. Donc, moi, mon conseil, c'est si des personnes veulent faire de la mesure d'impact, le plus efficace, c'est vraiment impliquer les observateurs directs des changements de comportement qui sont les managers des participants. Super clair. Merci beaucoup pour cette réponse. Moi, j'ai une dernière question, parce que le temps file. Ouais. On va essayer de tenir le planning qu'on s'est fixé. Une question peut-être de prise de hauteur par rapport aux produits que vous avez aujourd'hui, à ce que tu faisais aussi avant en service. Alors, je pense que tu travailles déjà avec les entités learning et développement. Oui. Si tu remets tout ça en perspective, ça serait quoi pour toi les ingrédients clés d'un bon programme de learning? Parce qu'effectivement, on sent que sur des sujets management, vous avez trouvé un peu une secret sauce. Je ne sais pas si c'est la secret sauce, mais une secret sauce et quelque chose qui est vraiment de l'impact aujourd'hui. De manière plus globale, si tu étais en charge du L&D dans une société qui peut être ton client potentiel, donc une ETI, une scale-up, c'est quoi les je sais pas, 3 à 5 choses que tu suivrais vraiment sur un déploiement de programme L&D? Oui, il y a un truc clé. Je dis souvent, nous, notre métier, c'est qu'une fois que les personnes arrivent dans le workshop, elles soient accrochées et ça se passe très bien. Il y a une autre partie qui est vachement importante, qui est est-ce que les bonnes personnes viennent pour les bonnes raisons au bon workshop? Et donc ça, c'est un enjeu commun qu'on a avec les fonctions L&D, mais je pense que c'est une des clés. C'est une des clés, ça veut dire à quel point tu connais tes salariés, quoi. À quel point tu as compris que c'est vraiment les sujets qu'il leur faut, que c'est les bonnes personnes, qu'elles vont arriver motivées, intéressées au sujet. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir quelqu'un qui vient à une formation qui s'attendait pas à ça ou qui voulait pas, qui dit en fait c'est pas mon problème. C'est pas juste on m'a dit de venir mais j'ai pas ce problème. C'est pas que ton contenu est pas intéressant, c'est que j'ai pas ce problème ou ça me parle absolument pas. Donc ce côté une connaissance de ces participants côté L&D, c'est un élément clé. Enfin c'est un des éléments qui peuvent faire le succès ou l'échec d'un programme. Si je dois en choisir un seul. Après, je pense que c'est les coachs. Enfin, nous, on a choisi des coachs qui ont eu du management, qui connaissent l'entreprise. C'est avoir des personnes qui créent de la connexion, de l'empathie, ou c'est pas que de la légitimité en termes d'expertise, mais donc choisir des personnes dans lesquelles tes participants ils se rassemblent, quoi. Il y a un côté, on se rassemble, donc c'est pas quelqu'un qui me parle de haut ou qui est 10 fois plus expert que moi. C'est quelqu'un qui a, à mon niveau, qui a vécu des choses similaires et à qui je peux faire confiance. Ça, je pense, c'est un point clé. Un troisième point, c'est à un moment, je prônais une idée une idée de faut former les managers et ça va cascader. Je crois de moins en moins. Les programmes qui marchent très bien, que je vois dans ce qu'on fait, c'est on forme différentes couches jusqu'aux collaborateurs, parce que surtout quand tu es sur des pratiques de travail, bah, si tu as le X% de l'entreprise qui fait les choses comme ça, mais le reste n'est pas au courant, et du coup se dit, ok, mais pourquoi, je ne comprends pas pourquoi ils commencent à faire des objectifs de telle manière, ou
fait, ça marche pas. Et les managers leur demander tout simplement de cascader sur le reste de l'entreprise, ça, c'est sympa dit comme ça, mais c'est un énorme boulot. Donc, ça ne veut pas forcément dire former tout le monde, ou en tout cas pas former tout le monde avec la même manière, mais descendre un peu plus dans les strates et faire, on a des programmes où on fait le CODIR, les N-1, tu vois la différence quand même. Parce que tu commences à créer des synergies qui font ensuite cet effet boule de neige ou diffusion. Mais euh, si tu formes le top management et c'est tout, non, ça ne marche pas. Voilà pour des premières idées comme ça. C'est super clair. Et alors, c'est marrant parce que et avec ce que je fais avec vous dans Numa et ce que je fais sur Team Bakery, ce mécanisme de cascade, je l'aime, mais plutôt dans l'autre sens. Alors, je sais pas si on parle de cascade ascendante, De mais upstream. bah, non, mais t'as beaucoup de managers qui disent bah ouais, mais en fait, moi, je veux faire ça, mais quand est-ce que vous allez en parler à mon manager aussi, quoi? Tu sais, t'as un peu ce côté bonne Oui, pratique. après, je Ouais, pense que ça ouais, moi, dépend de je veux changer. ouais, à quel endroit tu démarres, mais c'est sûr qu'il y a Exactement. le faire à plusieurs niveaux, tu crées des habitudes. Hein. Enfin, moi, mon sujet de recherche en psychologie, c'est tout ce qui est comment les habitudes émergent, etc. Et, en fait, c'est au moment où ça devient un réflexe, au moment où en fait, on parle plus de feedback, par exemple, parce que c'est plus un Mm. sujet, parce on se dit les choses. Le moment où tu dis entreprise, tu passes de faire un parcours, faire une formation feedback à on est une entreprise où on se dit les choses, bah, c'est là que tu as transformé les choses, quoi. Ok, super clair. J'ai une dernière question sur la partie learning et on se garde quand même une question sur les cocktails pour la fin, parce que Vas-y. le vendredi soir arrive à grands pas. Oui, c'est clair. Euh, euh, Moi, j'avais une question plutôt exploratoire. Est-ce que toi qui effectivement sur la partie produit autour des sujets learning, tu as vu une innovation, des choses passées, alors des choses que vous allez préparer ou non d'ailleurs, ça Mhm. peut être plus large que ça, dans ces 2 années où effectivement les cartes ont été pas mal rebattues, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, il y a des nouvelles technos aussi qui arrivent. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu dis, ah ouais, tiens, ça, enfin, eux, ils ont un bon truc, ou il y a un truc, il y a un truc sympa derrière ce concept, ou derrière cette startup, ou derrière ce nouveau produit? Une Je pépite que pense. tu aurais spoté? Ouais, j'ai pensé à. Ils sont plus tellement cachés ou petits, mais ils sont pas encore en France. C'est Maven, Ok. Maven. Euh, c'est une startup US qui en fait mélange deux choses que j'aime que j'aime bien. Un, c'est un côté creators economy parce que en Ok. fait tu peux créer ton cours dans leur plateforme. Mhm. Tu as un côté, c'est des experts du sujet qui montent leur cours. Euh, et ensuite, ils font du marketing, mais disons que si tu as déjà une audience sur ça, tu es mieux placé pour le vendre, mais ils te donnent les outils pour le faire. Sur des sujets plutôt tech, marketing, produits, SEO. Et ça, c'est le premier élément qui est vraiment c'est dans les énormes trends globaux. Et l'autre, c'est qu'ils font des cohortes. Donc, c'est des inscriptions par cohorte. Donc, c'est pas du e-learning. Comme ils ont un peu des stars, on aurait pu s'attendre qu'ils auraient pu faire du e-learning avec des milliers d'inscrits. Et en fait, ils défendent énormément le fonctionnement par cohorte, donc par groupe de personnes qui suivent le même programme, avec des cohortes plus grandes que nous, mais on est sur le même. C'est un des modes de déploiement qu'on a chez Numa, c'est aussi par cohorte. Et pour moi, c'est le truc qui a le distanciel par cohorte. C'est le truc qui a craqué une des difficultés du e-learning, qui est de la distance, quoi, qui est comment tu crées de l'engagement, comment tu crées de l'émulation, qu'est-ce qui pousse les gens à avancer. Cet effet salle de sport, en fait, où tu cours parce qu'il y a un mec à côté de toi qui lâche pas et tu continues à courir. Ça, c'est un peu, ou marathon, ou ce que tu veux. Mais alors que bah, si tu es dans des plateformes où tu es totalement autonome, l'autonomie, c'est sympa, mais quand tu es très fortement auto-dirigé, quand c'est toi qui veux le faire, quand tu apprends
quand tu apprends l'espagnol, parce que tu pars 6 mois en Espagne, bah là, oui, bien sûr, tu avances. Mais si c'est quelque chose que tu n'as pas forcément choisi, que ton département L&D voudrait trop que tu fasses, bah, créer une certaine contrainte sociale aide pas mal et les cohortes, alors ça aide quand même beaucoup à créer cet effet promo. Ok. Et alors, la boîte s'appelle comment, tu dis? Maven, M-A-V-E-N. Maven. Ouais. Ok. Moi, j'avais Monthly qui fait à peu près un truc comme, enfin, comme tu l'as décrit, qui fait Ok. un peu un truc comme ça aussi, avec un peu effectivement des rockstars sur des sujets euh, plutôt artistiques ou autour de l'art, mais effectivement ce fonctionnement sur un mois glissant avec une cohorte de pairs et tout le côté effectivement communauté d'entraide slash un peu coercitif en disant bah regarde les autres ils ont fait ça et puis tu as des projets à rendre, des choses comme ça. Ok, Monthly, tu dis comme... ouais, monthly comme mensuel. Ok, je vais Je regarder. t'enverrai Ouais, je ouais, mettrai le lien en description pour tout le monde. super. Ok, alors les cocktails, raconte-nous. En fait, je vais te poser une question plus large que juste les cocktails. Moi, ça m'intéressait et je la pose à un peu tous les invités. C'est comment toi tu apprends et comment toi tu explores de nouvelles choses. Parce qu'effectivement, une grosse partie de ton job, c'est apprendre aux autres, faire que les autres apprennent des choses. Toi, comment tu fais? Moi, bah déjà, en fait, j'aime bien me mettre dans des secteurs différents, ouvrir des activités, mais qui soient des vraies activités. Tu vois, c'est pas du hobby pur, mais une des raisons pour laquelle je suis depuis hyper longtemps chez Numa, c'est à la fois parce que ça a beaucoup changé, parce que j'adore cette entreprise et que j'adore en particulier ce qu'on fait aujourd'hui. L'autre, c'est aussi que je me suis ouvert des activités en parallèle qui sont totalement différentes et qui me donnent, qui me stimulent autrement. Typiquement, avec Art Cocktail Club, qui est cette société qui est née dans l'événementiel cocktail et qui a Mmh. évolué plutôt pour faire de l'accompagnement à l'ouverture de bars à cocktails ou de la création de cartes de cocktails pour des bars et restaurants. Qui du coup me permet de voir des environnements très différents ou de voir en fait un des enjeux que tu as quand tu fais ça, c'est comment tu assures la qualité d'une carte de cocktail que tu as créée, mais que tu ne feras pas là au quotidien. Parce que c'est pas ton bar. Sur certains, on est associé, mais c'est pas ton lieu, c'est pas ton équipe. Tu es pas là au quotidien. Qui est un sujet de formation un peu différent que que le management. Ah non, mais Euh, le parallèle est quasiment immédiat, Claudio. La carte de c'est cocktail, c'est ta playlist de workshop et tes barman, c'est les coachs, c'est ça? c'est les coachs et tu as des clients qui doivent avoir la même expérience, quoi. Et donc, Mhm. c'est un sujet de comment tu chartes ton expérience, comment tu formes les personnes, comment tu les impliques pour que derrière, ils s'en approprient vraiment et ils fassent attention aux mêmes détails auxquels tu fais attention. Donc, ça, c'est, voilà, avoir des activités comme ça, c'est une manière d'observer des domaines totalement différents que ce que j'ai au quotidien. Euh, et après, pour moi, c'est vraiment en faisant des choses autres. J'ai des idées sur ce qu'on fait en allant voir une expo, en voyageant, qui ont des trucs qui n'ont rien à voir, mais qui sont pour moi la base de la créativité, enfin, un des ingrédients clés de la créativité, au-delà des techniques, c'est juste avoir un régime culturel suffisamment diversifié pour connecter des choses, quoi. Et donc, c'est éviter de faire trop du même truc, gagner en expertise, mais aussi se mettre ailleurs. C'est Astro Teller qui était je ne sais pas s'il est toujours là, mais qui était le gars à la tête de Google X, un peu le labo de recherche Ok. de Google. Euh, il avait fait une conférence où il disait, voilà, en fait, moi, je prends des gens qui viennent de totalement des horizons différents pour avoir des idées originales sur des sujets, genre comment on va sur la Lune, quoi. Euh, et quelqu'un lui avait demandé, mais du coup, quand tu es dans un secteur et tu deviens super expert, comment tu fais pour garder ça? Et sa réponse était, bah, change de secteur. Voilà. Donc, il y a un peu un côté comme ça, ouais, de diversifier ce que je fais dans le quotidien.
C'est super clair. Merci beaucoup, Claudio. On va s'arrêter là-dessus. On a passé un peu moins d'une heure ensemble. On avait prévu 45 minutes. On a débordé, mais je pense que c'était riche. Je te remercie une nouvelle fois et je te souhaite une très bonne fin de semaine, du coup. Très bonne fin de semaine à toi, très bon week-end, hein, parce on est 17h vendredi, donc on est vraiment pas loin du week-end. Bon, et on va dire au revoir à nos auditeurs qui n'écoutent peut-être pas ce format-là un vendredi à 18h. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Salut Merci Claudio. beaucoup. Ciao. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.